Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir avec un petit peu de recul sur la défaite contre Rennes et plus généralement la spirale clairement négative au club depuis la fin de la Coupe du Monde. Est-ce qu'on est en crise ou pas? Je vous laisse en juger, mais dans tous les cas, Campos et Galtier sont face à une situation inédite qu'ils découvrent au PSG et lors de leur recrutement respectif et commun, on mettait en avant des qualités dans ce genre de configuration. On y reviendra plus tard dans cette vidéo, mais par exemple, le fait d'avoir un directeur sportif et un entraîneur sur la même longueur d'onde, ça peut porter ses fruits en période de crise pour un petit peu fédérer autour d'eux et surtout cadrer complètement cet effectif parce qu'il faut bien sûr remettre de l'ordre physiquement dans les séances parce que là, clairement, ça ne bosse pas. Les non-mondialistes, lorsqu'ils étaient en vacances, on ne sait pas ce qu'ils ont foutu à part Nordi Mukiele. Et les mondialistes, il va falloir les remettre sur le droit chemin très rapidement. Parce qu'un Neymar, par exemple, contre Rennes, après avoir quand même pris des minutes contre Strasbourg, ok, il y a eu la blessure, mais aussi quand même un certain enchaînement d'entraînement, contre Rennes, il met pas un pied devant l'autre, le garçon. Donc, on les attend au tournant, et pour ça, quoi de mieux, évidemment, qu'une tournée au Qatar et en Arabie Saoudite. C'est la cerise sur le gâteau qu'on peut se jeter dans la figure parce que c'est absolument extraordinaire. C'est le PSG, bien sûr. On a une équipe de sénateurs qui sont pas là mentalement, physiquement, athlétiquement, même techniquement, parce qu'il y a certains joueurs qui affichent un niveau cataclysmique dans ce domaine. Et c'est, je pense, une très très grosse différence avec les PSG précédents, qu'on peut regretter ou pas. Ça, le révisionnisme, je le laisse pour les autres, les nostalgiques. Personnellement, je ne regrette pas le PSG de Laurent Blanc. Je ne fais pas partie des gens qui ne veulent plus de bling-bling, de starlet, de je ne sais quoi, parce que la réalité, c'est que le PSG de Zlatan, ils avaient beau en coller 5 tous les week-ends en Ligue 1. En Ligue des Champions, c'est ridiculisé à pas mal de reprises, on n'a pas passé les quarts de finale et nos meilleurs parcours, c'est justement avec et grâce au bling-bling, aux stars. On peut citer Neymar sur la finale et Mbappé sur la demi-finale qui suit juste après, bien évidemment. Bref, revenons un petit peu à cette équipe de sénateurs qui va donc affronter une équipe dans un match amical en Arabie Saoudite où bien sûr la MNM sera titulaire parce que c'est une obligation contractuelle. De l'autre côté, on prend quand même 15 millions sur la tournée, c'est pas négligeable. Rappelons que sur le mercato, c'est quelque chose qu'on est absolument incapable de faire, tout joueur confondu. Donc on prend, bien sûr, sur 2 jours, la tournée. On inclut, bien sûr, là-dedans le choc climatique, thermique, tout ce que vous voulez. Le décalage horaire, même s'il n'y en a pas beaucoup, je crois que c'est 2-3 heures pour ces pays du Moyen-Orient. Mais voilà. Et ensuite, derrière, tu enchaînes sur un 16e de Coupe de France contre une équipe de régionale. Super pour se remettre dans l'intensité, c'est-à-dire que là, tu dois miser absolument sur tes entraînements. C'est pour ça que j'ai introduit cette vidéo avec Galtier et Campos, parce que concrètement, sur les 15 prochains jours, il n'y a que les entraînements qui vont permettre peut-être de ressouder l'équipe. Voilà. En Arabie, tu vas mettre tes titulaires parce que c'est la promotion, mais derrière, en Coupe de France, tu ne les mettras pas. Ensuite, je crois que tu affrontes Reims. Derrière, tu dois affronter une équipe Montpellier, je crois, en pleine semaine, mais j'en suis absolument pas certain. Et après, enchaînement de zinzin. Monaco, le Bayern, Lille, Marseille, Nantes, et ensuite le retour contre le Bayern. Ce mois de février, je préfère pas y penser maintenant, parce que c'est limite à prendre une corde au vu des prestations actuelles de l'équipe. Maintenant, bien sûr, dans cette vidéo, on va essayer de mettre du positif parce que il y a évidemment des motifs d'espoir pour la suite de la saison. D'abord parce que le PSG est le PSG. Et quand on est en pleine tourmente, les supporters sont au bord du suicide. Mais de l'autre côté, les joueurs, ça maximise leurs chances de faire de grosses prestations en Ligue des Champions. Pas de problème. Revenons donc sur Campos. Il est recruté après Leonardo. Leonardo qui était une personne clivante. Alors, comme tous les choix qui sont faits dans le club, son départ, tu peux l'analyser de toutes les manières. Alors, par exemple, mon analyse du départ de Leonardo, quelqu'un pris Campos parce qu'il est, je pense, meilleur que Leonardo, justement pour gérer un groupe au quotidien, fédérer un petit peu autour de lui. Voilà. Même si sur le mercato, bon, on l'a vu cet été, c'était un petit peu compliqué. Comme d'habitude, vous me direz, c'est comme le recrutement de Lionel Messi
Ça, personne ne pourra le contredire. Donc, on vire Leonardo politique parce que Mbappé veut sa tête pour sa prolongation, pas de problème. On fait venir Campos pour Mbappé, bien évidemment. Et à ce moment-là, réussir à mieux vendre, au final, niet, parce que c'est que des prêts et c'est Antero qui en a eu la meilleur que Leonardo pour gérer cet effectif, pour créer un vrai groupe, une vraie osmose dans ce camp des loges qui commençait à devenir un petit peu tristouné quand même, hein, parce qu'il est aussi impliqué au Celta Vigo. Comment il va réussir à fédérer alors qu'il travaille à mi-temps avec une équipe de bas de tableau en Espagne? Et puis surtout, lors du mercato, en fait, il a prouvé qu'il n'avait pas de créativité derrière. On sait tous, je ne cesserai de le répéter, le mercato de Luis Campos, si on était dans le monde des bisounours, c'était virer Neymar dès le mois de juin. En témoigne par exemple la déclaration de Nasser dans sa traditionnelle interview, voilà, où il dit que personne n'a l'unanimité et qu'ils vont négocier. Donc le faire partir pour Chelsea, je sais pas quoi, pour dégager des liquidités de la masse salariale. Derrière, faire venir Lewandowski en attaque, bien évidemment. On peut chercher d'autres noms, mais voilà, je vous cite ces trois-là. Dans tous les cas, c'était ça sa volonté. Donc sa volonté, c'était pas d'arrêter le bling-bling comme Nasser nous l'a dit. Parce que dans ce club haut parisien, dire on n'a jamais contacté Zinedine Zidane. Pardon, mais on n'est pas né de la dernière pluie. On n'est pas des abrutis. À chaque fois le même discours. Là, bon, on va pas s'arrêter là-dessus. De son côté, Galtier, quand il arrive. Alors, bon, on essaye de comprendre un petit peu ce choix. Comme je l'ai dit, DS, entraîneur sur la même longueur d'onde, pas de problème. D'ailleurs, si vous avez vu dimanche, Campos vient parler à Galtier dans le vestiaire. Je pense que j'ai trouvé ça un petit peu limite. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que Campos a pris Galtier pour vraiment avoir sa zone d'autorité. Ne pas pense de ce choix un petit peu pour Luis Campos. Même si pour le club, on le disait, permis de faire un meilleur mercato que les autres années, par exemple. Galtier, quand il arrive, c'est un entraîneur avec une étiquette défensive, 4-4-2 régulière, ligne resserrée, qui nous gagne en contre-attaque et tout ça, chose que tu peux absolument pas faire au PSG. Donc, tu avais des interrogations sur la dimension tactique. D'ailleurs, aujourd'hui, on a 70% de la possession contre Rennes, et tu vois bien que Galtier, c'est quelqu'un qui sait pas quoi faire de ses équipes quand elles ont le ballon. Tout simplement, je le disais dans mon débrief ça. Donc, de l'autre côté, on n'a pas réussi à lui trouver des qualités préexistantes, tactiquement, qui pourraient coller au PSG et qu'on avait déjà vu dans ses autres clubs. Donc, on n'a pas forcément très aimé, à part du côté de Kylian Mbappé. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en attends beaucoup de la part de Galtier et Campos. C'était vraiment leur qualité qui était mise en avant au moment de leur recrutement, qui là sont mises à l'épreuve. Donc, j'espère que ça va le faire. Pourquoi ? Alors, mais il y a quand même des choses à revoir. Mentalement, personne n'y est. Là, il faut une cellule psychologique. J'ai l'impression que, alors, les supporters n'ont pas de responsabilité au sein du club, des statuts, des sénatoriales, qui s'est installé chez tout le monde. Et je prends les supporters en exemple. Les mecs qui relativisent à chaque fois au mois de janvier, mais au final, les mecs qui aujourd'hui diront dans l'espace commentaire sous cette vidéo ou sur les réseaux sociaux, mais vous inquiétez pas, vous tirez à chaque fois la sonnette d'alarme, c'est la même chose, ce seront les mêmes qui après, ça y est, il faut tout réformer, tout changer, faut tout brûler au camp des loges. Voilà. Et de la loose, complètement en fait. C'est une culture de la loose parce que les mecs n'ont plus aucune exigence envers le club, envers les joueurs. Et dès que tu critiques un petit peu le club, ils te disent « Ouais, tu veux retourner à avant QSI, t'as une cuillère à faire le défilé, c'est pas ça le foot, il faut des joueurs qui moulent à niveau. » Voilà, c'est simple. Et le projet, vous m'excuserez, mais aujourd'hui, dans le foot des dernières années, on est le 15e club le plus dépensier d'Europe. On est quand même, disons-le, mal classé là-dedans. Voilà. Et c'est surtout que l'argent est tellement mal dépensé. On reviendra sur le mercato de cet été. Touché. Neymar, Messi, ils vont pas voir les supporters, ils savent pas ce qui se passe. Ils ont camp des loges à l'extrême limite. Bah voilà, t'as des mecs qui sont là. D'ailleurs, c'est parce que t'as toujours les mêmes signatures, c'est toujours les mêmes qui s'arrêtent. Il y a pas de dialogue, il y a pas de après-match, mais tu regardes sa conférence de presse dimanche, il y a rien à dire. Donc à un moment donné, Galtier, les constats, ça suffit. Si tu veux faire ce genre de choses, fais consultant. Va au Canal Football Club, mais pas au camp des loges. Voilà. À un moment donné, il faut faire des choix, faire des partis pris. Bon, physiquement, athlétiquement, parce que Bernat, il lui faut attendre un match contre Rennes. Non, le 4e, attends, je me trompe, le 5e, pour qu'il fasse une prestation décente. Ramos, tu m'excuseras, je ne sais pas ce qu'il a fait pendant ses vacances, mais certainement pas travaillé. Voilà. Fabien Ruiz, idem.
Les éliminer prématurément de la Ligue des Champions. Quand il n'y en a aucun des trois, il se prend une leçon par les jeunes du centre de formation contre Châteauroux. Il est incapable de tirer son épingle du jeu, même s'il marque, ok. Mais dans tous les cas, dans le jeu, on a tous la télé allumée. Hein. C'était cataclysmique et encore une fois fantomatique. Bon, faire une remise à niveau physique des joueurs. Tactiquement, alors, qui t'assure d'être un petit peu meilleur que le système A4 à la perte du ballon, c'est-à-dire qu'en matière de profondeur, tu seras moins exposé et tes défenseurs seront moins sujets à courir vers leur but, même si le pivot comme nous. Et le système A4 a plus de maîtrise, même si le fait que ton bloc soit moins... à la perte du ballon, tu te fais manger plus que dans le système A3, mais tu réussis quand même à avoir Fabian comble un petit peu Achraf Hakimi sur le côté droit, par exemple, et puis Messi, Neymar, Mbappé qui s'articulent bien dans ce système comme dans le système A3. C'est-à-dire que chacun des deux systèmes a ses défauts. Alors, il y a 15 jours, je vous disais, il faut le système A3. Je reste sur ma position, mais je précise, le système A3, en fait, est ultra dépendant des titulaires. C'est-à-dire que c'est un système qui est viable que si tu as ton 11 titulaire. Le système A4, à la limite, si tu as un titulaire qui saute, tu peux le garder. Le système A3, Nuno qui saute, il ne ressemble plus à rien. Mbappé qui saute, il ne ressemble plus à rien. Hakimi qui saute, il ne ressemble plus à rien. Verratti, il ne ressemble plus à rien. Tu vois? Donc, c'est un petit peu compliqué de délibérer entre les deux. Après réflexion, j'ai tiré qu'un seul, mais vraiment qu'une seule chose qui pourrait éventuellement, tactiquement, changer des choses. Je pense que, et je le dis, c'est mesuré. Hein. Je fais cette vidéo sur le surlendemain. J'ai attendu, j'ai réfléchi, j'ai lu des avis, j'ai pris des notes et honnêtement, collectivement, le seul moyen d'améliorer nos performances, c'est virer soit Neymar, soit Messi du 11. Pour soit un vrai numéro 9, soit un ailier percutant qui t'apportera un petit peu plus de vitesse, soit du coup un milieu en plus qui t'apportera plus d'équilibre dans ton système. Mais je reste persuadé qu'en fait, collectivement, pour t'améliorer, c'est la seule solution que je vois aujourd'hui en fait dans ce club. C'est sortir Neymar ou Lionel Messi du 11. Voilà. Maintenant, tu peux les laisser dans le 11 parce que individuellement, derrière, il y a trop de carences en fait. Avant d'aborder le côté collectif, il y a des mecs qui individuellement font des prestations cataclysmiques. Fabian Ruiz, Marquinhos, c'est plus possible, t'es capitaine. Ramos, les latéraux remplaçants, le gap entre les remplaçants et les titulaires est bien trop important. Donc ça fait qu'aujourd'hui, c'est pas trop le débat, virer Neymar ou Messi du 11. Parce que derrière, c'est plus une question d'individualité, de performance individuelle. Mais pour nous améliorer collectivement, et à un moment donné, la question va peut-être se poser, je vois que ça en fait. Ensuite, on peut me dire, c'est une question d'homme. Oui, parce que, et là du coup on s'écarte de la tactique, comme je disais, la dimension tactique est vraiment pas importante. Donc question d'homme d'abord, parce que comme je vous disais, Neymar, Messi, ça c'est que mon avis. Mais ensuite, il y a quelque chose qui est évident, qui n'est pas mon avis, mais une vérité partagée. Les absences sont trop préjudiciables. Comme je disais, le système A3, t'en sors un, t'es pété. L'effectif est mal construit. Là, on peut en vouloir à Luis Campos. Au niveau des profils, expliquez-moi pourquoi on a recruté Carlos Soler. Je dis souvent qu'on l'a fait pour aider Valence, qui ne réussissait pas à payer Gonzalo Guedes. Ça, c'est un petit peu mon côté complotiste qui dit ça. Mais de l'autre côté, j'espère qu'on l'a signé pour ça, en fait. J'espère qu'on l'a signé pour aider Valence qui n'arrivait pas à payer Gonzalo Guedes. Parce que si on l'a recruté en se disant c'est le bon profil pour le PSG et la Ligue 1, mais là c'est pire en fait. C'est pire que de faire un cadeau à Valence en fait. Parce que comment à un moment donné tu peux penser que ce mec-là va s'acclimater dans cette équipe, dans ce championnat où tu dois être très rapide, tu dois être en constante prise d'information et costaud au duel. Parce que c'est pas l'Espagne. La France n'est pas l'Espagne. Xavi Simons est venu parce qu'à la Masia, il avait développé ses qualités techniques et de vision de jeu, mais en France, tu dois prendre des décisions très rapidement parce que les mecs sont plus rugueux. Voilà. Messi a eu besoin d'un temps d'adaptation. Ramos,
pareil vis-à-vis des attaquants. En France, les attaquants, les milieux de terrain, les défenseurs, ce sont des mecs qui sont costauds physiquement et qui ne te laissent pas 3 mètres pour lever la tête et prendre ta décision. Comme c'est le cas en Espagne. J'ai grossi le trait. Vous m'excuserez, ceux qui regardent la Liga tous les week-ends, j'ai grossi le trait. Mais c'est globalement ce que je veux dire. Voilà. Au niveau des profils, l'effectif est mal construit. Le gap entre les titulaires et les remplaçants, je n'en parle même pas, bien évidemment. Mais c'est aussi une question de profil. J'insiste sur les profils, pas de niveau. On peut me dire, parce qu'on a la MNM, c'est très compliqué de recruter devant quelqu'un qui accepte de jouer derrière eux, donc qui accepte de jouer des bouts de match, et qui sait qu'il ne sera jamais titulaire. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas recruter un Leao, un Moussa Diaby, parce que c'est des mecs qui ont la prétention à être titulaires dans un grand club. Et au PSG, on n'offre pas ça à cause de la MNM. C'est pour ça qu'on est obligé de se décaler sur des Kitike, des Solaires, mais encore une fois, ce n'est pas les bons profils pour suppléer la MNM. Et enfin, je terminerai, ça fait déjà 20 minutes de vidéo, putain, le pivot gang. En fait, j'arrive à mon point central de la vidéo au bout de 21 minutes. Cette histoire de pivot gang, Mbappé après le match contre Reims, qui entraîne un repositionnement pour lui, je pense qu'elle est préjudiciable. Au-delà de mon idée de virer Neymar ou Messi pour s'améliorer collectivement, je pense qu'il y a un second facteur, c'est le positionnement d'Mbappé. Pourquoi tu t'entêtes à te mettre à gauche, isolé, loin du but? À chaque fois que tu reçois le ballon, tu es à 50, 60 mètres des cages. Alors je veux bien que tu veuilles participer au jeu, toucher des ballons, pas de problème, te différencier d'un profil à la Erling Haaland par exemple. Je veux bien entendre que tu es le meilleur passeur décisif en Ligue des Champions depuis 2017, que tu sais faire briller tes partenaires, que tu as par exemple une très belle qualité de centre, et que tu sais marquer des buts difficiles après des longs rushs aux abords de la surface, dans des positions compliquées, et que donc recevoir le ballon 50-60 mètres du but, ben, c'est pas préjudiciable pour tes statistiques, parce que tu es quand même capable de marquer. Et aujourd'hui, c'est pour ça que c'est pas évident à mettre en avant. Je sais très bien qu'il y a des gens qui vont me reprendre de voler dans les commentaires, parce que c'est pas évident. Même à gauche, il fait des statistiques, il est énorme. Et il est tellement qualitatif, ce joueur complet, que peu importe où il apporte à l'équipe. Mais à un moment donné, il faut maximiser. Et je pense qu'en fait, son rôle qu'il avait en début de saison, le fait de l'avoir abandonné, a changé quelque chose un petit peu tactiquement. Voilà. Parce que si tu te réaxes, si tu es plus proche du but, tu marques encore plus de buts, Mbappé. Je te jure, c'est juste scientifique, c'est mathématique. Tu marques plus de buts. Et tes passes décisives, quand tu as Messi et Neymar derrière toi, je t'en conjure, fais passer le collectif avant tes statistiques de passes décisives. Voilà. Attends que Luis Campos vire Neymar pour adopter un autre registre. Mais là, il te délivre des galettes. Attends-les dans le dernier tiers. Voilà. Soit dans des positions d'occasion nettes. Je pense à un match contre Lorient où tu as Ekitike qui vendange plein d'occasions et Mbappé qui est à gauche. Eh bien, les occasions d'Ekitike, Mbappé, tu les aurais eues. Et par exemple, sur un match contre Lorient, je suis sûr que tu mets un doublé si tu es dans le rôle d'Ekitike. À savoir ce rôle de numéro 9. Et surtout, tu bouches le passage derrière à Nuno Mendes. Alors pareil, par exemple, la blessure de Nuno est un facteur qui est venu s'additionner à la crise Mbappé au mois d'octobre et qui a poussé au 4-4 de Losange. Voilà, qui remet Mbappé sur son côté, pas de problème. Et qui derrière permet à Bernat d'avoir un rôle de latéral et pas de piston pour suppléer Nuno qui à ce moment-là était déjà blessé. Mais vraiment cette histoire de pivot gang, je pense que ça a été un tournant de notre saison. Même si bien évidemment les performances qu'on fait aujourd'hui ne sont pas celles qu'on a eues entre le pivot gang et la Coupe du Monde. Parce qu'avant, on avait quand même des temps forts parfois dans les matchs. Là, c'est niet zéro. Bref, je reviendrai dans une autre vidéo du coup, parce que là, ça fait 24 minutes, c'est trop long. Je reviendrai dans une autre vidéo sur l'ultra-dépendance à la MNM, parce que pour moi, je l'ai déjà évoqué dans cette vidéo, mais il faut aussi venir en fait à un fait, à une réalité qu'on doit absolument accepter. Nos performances sont conditionnées à 95% par ces 3 mecs devant. Voilà. Le projet est construit autour des 3, tactiquement, en termes de marketing, politiquement, économiquement. Bref, je suis revenu sur pas mal de dimensions. On se retrouve un petit peu plus tard dans la semaine, du coup, pour compléter cette vidéo, parce que j'avais trop de choses à dire. Ciao les amis, prenez soin de vous, likez si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se dit à très très vite, je pense demain pour une vidéo mercato. Ciao les amis.